Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Lisandre Shen Nakamura et je suis ce qu'on appelle un enfant du réseau. Ma naissance, il y a 25 ans, a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Je suis le premier humain né pendant que ma mère était connectée au réseau onirique, baignée dans les rêves de mille mondes, avant même de prendre ma première respiration. Ma mère, Yuki Shen Nakamura, était l'ingénieur de la station harmonique. Mon père, Thomas Nakamura, était le médecin qui avait supervisé cette naissance sans précédent. Tante Espérance, la fille des légendaires Antoine et Marie Mercier, avait été ma marraine, veillant sur moi depuis l'espace onirique pendant que je grandissais dans le ventre de ma mère. Ce matin d'octobre 2074, je flottais dans mon bureau à bord de la station Confluencia, la descendante directe de la station harmonique. L'air était parfumé de jasmin et de menthe, les plantes préférées de ma mère qui poussaient maintenant librement dans les jardins hydroponiques qui serpentaient à travers toute la station. La lumière du soleil, filtrée et adoucie par les panneaux adaptatifs, baignait mon espace de travail d'une lueur dorée qui rappelait les matins d'été sur Terre. Mais je n'avais jamais vraiment connu ces matins terrestres. J'étais né dans l'espace, j'avais grandi dans l'espace, et l'espace était mon foyer. Ce qui me rendait unique, ce n'était pas seulement mon lieu de naissance, c'était ma nature même. Les médecins l'avaient découvert quand j'avais 3 ans. Mon cerveau était différent. Les zones associées au rêve étaient hyperactives, même éveillées, créant des connexions synaptiques que la science peinait encore à comprendre. Je pouvais accéder au réseau onirique sans dormir, glisser entre les consciences comme d'autres glissent entre les pensées. Au début, mes parents étaient terrifiés. Étais-je encore humain? Les rêves des Onérois et des autres espèces m'avaient-ils changé de manière fondamentale? Mes tantes Espérance les avaient rassurés. J'étais l'évolution, pas la corruption. J'étais ce qui arrivait quand l'humanité embrassait vraiment sa place dans le cosmos. Le son doux d'une notification a interrompu ma contemplation matinale. C'était un message de la Terre, du Conseil onirique terrestre. Ils avaient détecté quelque chose d'inhabituel. Pas un signal extraterrestre cette fois, mais quelque chose de plus proche, de plus troublant. Les enfants sur Terre commençaient à manifester des capacités similaires aux miennes. La salle de conférence de la station était baignée dans une lumière bleutée apaisante, imitant la luminescence des océans des Onérois. L'odeur de lavande de l'héritage de Marcus flottait dans l'air. Même si l'homme lui-même nous avait quittés il y a 5 ans, parti paisiblement dans son sommeil pour rejoindre définitivement le réseau onirique. Autour de la table ovale étaient rassemblés les membres du nouveau conseil stellaire. Il y avait ma mère, ses cheveux maintenant argentés, mais ses yeux toujours vifs. Mon père, dont les mains autrefois si sûres tremblaient légèrement avec l'âge. Tante Espérance, directrice de la station, portant avec grâce le poids de l'héritage familial, et plusieurs autres, humains et non humains, car la station accueillait maintenant des ambassadeurs physiques de plusieurs espèces. L'hologramme au centre de la table montrait des données troublantes. Partout sur Terre, des enfants entre 5 et 15 ans développaient spontanément la capacité d'accéder au réseau onirique éveillé. Ils les appelaient les éveillés, et leur nombre grandissait exponentiellement. C'est une évolution naturelle, disait le docteur Sarah Martinez, généticienne en chef. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir l'inquiétude sous-jacente, comme un parfum âcre. L'exposition constante au réseau depuis 2 générations a modifié l'expression de certains gènes. Un onérois, que nous appelions flux, ondulait doucement dans son réservoir spécialement conçu. Ses pensées se manifestaient comme des ondulations dans l'eau, créant des patterns hypnotiques. Dans notre monde, transmit-il, ces mots apparaissant directement dans nos esprits comme des bulles de saveur mentholées. Tous naissent connectés. C'est la solitude qui doit être apprise, non la connexion.
Mais nous ne sommes pas des Onérois, a répliqué mon père, sa voix portant le poids de décennies d'expérience médicale. Le cerveau humain n'est pas conçu pour une connexion constante. Ces enfants risquent de se perdre. J'ai pris la parole, ma voix résonnant étrangement dans mes propres oreilles, comme elle le faisait toujours quand je parlais tout en maintenant ma connexion au réseau. Je peux les aider, je suis passé par là. Je sais ce que c'est de grandir entre deux mondes. Tante Espérance m'a regardé avec ce mélange de fierté et d'inquiétude que je connaissais si bien. Tu es unique, Lysandre. Ta naissance était contrôlée, surveillée. Ces enfants s'éveillent sauvagement, sans préparation. Raison de plus pour que j'y aille, ai-je insisté. Ils ont besoin d'un guide qui comprend leur expérience. Le voyage vers la Terre était toujours déstabilisant pour moi. Quitter l'environnement contrôlé de la station, où chaque surface était conçue pour faciliter la connexion onirique, pour entrer dans le chaos sensoriel de la planète mère, était comme passer d'une berceuse douce à une symphonie discordante. La navette a atterri au centre onirique de Genève, construit sur les ruines de l'ancien site du dispositif keplérien. L'ironie n'était pas perdue. Là où l'humanité avait failli perdre son âme, l'air terrestre était épais, chargé d'odeurs que je ne pouvais identifier qu'intellectuellement. Herbes mouillées, pollution urbaine, le parfum complexe de millions d'êtres vivants partageant le même espace. C'était overwhelming pour mes sens habitués à l'environnement filtré de l'espace. Le directeur du centre, le docteur James H.B., m'a accueilli. C'était un homme grand et mince, dont la peau sombre brillait sous le soleil de l'après-midi. Il sentait le café et le vieux papier, une combinaison étrangement réconfortante. Monsieur Shen Nakamura, a-t-il dit, sa voix grave vibrant avec une tension contenue. Merci d'être venu. La situation est délicate. Il m'a conduit à travers les couloirs du centre, dont les murs étaient peints dans des tons apaisants de bleu et de vert, parsemés de patterns luminescents qui rappelaient les rêves des Onérois. Les enfants étaient partout, certains jouant normalement, d'autres assis immobiles, les yeux fermés mais clairement éveillés, perdus dans le réseau. Nous sommes entrés dans une salle d'observation. Derrière une vitre teintée, je pouvais voir une petite fille, peut-être 8 ans, assise en tailleur sur un coussin. Ses yeux étaient ouverts, mais complètement blancs, comme recouverts de brume. Autour d'elle, l'air scintillait légèrement, un phénomène que je reconnaissais. Elle était si profondément connectée que le réseau commençait à se manifester physiquement autour d'elle. Voici Luna, a dit le docteur H.B. doucement. Elle est comme ça depuis 3 jours. Elle mange et boit quand on la nourrit, mais elle ne parle plus, ne réagit plus aux stimuli externes. J'ai posé ma main sur la vitre, fermant les yeux et étendant ma conscience. Immédiatement, j'ai senti Luna dans le réseau. Elle n'était pas perdue, elle était explorateur, naviguant dans les profondeurs oniriques avec l'intrépidité de l'enfance. Mais elle avait oublié le chemin du retour. Je peux l'atteindre, ai-je dit, mais j'aurais besoin d'un espace calme et de plusieurs heures. La salle de méditation du centre était conçue pour faciliter l'accès au réseau. Les murs étaient couverts de cristaux qui résonnaient doucement, créant une vibration subsonique qui calmait l'esprit. L'air était parfumé de lavande et de camomille, et une fontaine murmurait doucement dans un coin, son écoulement créant un bruit blanc apaisant. Je me suis assis en face de Luna, prenant ses petites mains dans les miennes. Sa peau était fraîche, presque froide, signe qu'elle était profondément immergée. J'ai ralenti ma respiration, synchronisant mon rythme cardiaque avec le sien, et j'ai plongé. Le réseau onirique m'a accueilli comme un vieil ami. Les couleurs ici n'avaient pas de nom dans les langues humaines. Des teintes qui existaient entre le visible et l'invisible. Des textures qui étaient à la fois liquides et solides. L'odeur était celle de l'ozone et des fleurs nocturnes, du sel marin et de la poussière d'étoiles. J'ai trouvé Luna dans ce que les Onérois appelaient les profondeurs mémorielles, une région du réseau
où les souvenirs de toutes les espèces connectées se mélangeaient et se reformaient en nouvelles configurations. Elle flottait là, entourée de fragments de vie qu'elle n'avait jamais vécus. Les souvenirs aquatiques des Onérois, les échos cristallins des Keplériens, les symphonies de couleurs des nuages sentients. Luna, ai-je appelé, ma voix résonnant comme une cloche de verre dans l'espace onirique. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux non pas la peur, mais l'émerveillement pur. C'est tellement beau ici, a-t-elle dit, sa voix résonnant avec des harmoniques qui n'appartenaient pas entièrement à l'humanité. Pourquoi voudrais-je partir? Parce que tu as une maman qui t'attend, ai-je répondu doucement, projetant l'image de la femme anxieuse que j'avais vue dans le couloir, et un monde physique qui a besoin de toi. Mais ici je peux être tout, a-t-elle protesté, se transformant successivement en onérou, en nuage sentient, en écho de lumière. Là-bas, je ne suis qu'une petite fille. J'ai souri, reconnaissant ma propre lutte d'enfance. Tu peux être les deux. Laisse-moi te montrer. Au lieu de forcer Luna à revenir, j'ai commencé à lui enseigner ce que tante Espérance m'avait appris, l'art de construire des ponts au lieu de choisir des côtés. Dans l'espace onirique, j'ai créé une bulle de réalité hybride, un endroit qui ressemblait à sa chambre sur Terre, mais avec des touches oniriques. Les murs respiraient doucement, les jouets chantaient des mélodies silencieuses, la lumière dansait selon ses émotions. Voici ton encre, lui ai-je expliqué, un endroit qui est à la fois ici et là-bas. Tu peux venir ici quand tu veux, mais tu dois aussi retourner dans ton corps physique. Luna a touché les murs de cette chambre onirique, et je l'ai vu comprendre, comme une maison de vacances. Exactement. Le réseau sera toujours là, mais ton corps a besoin de toi aussi. Il fait partie de qui tu es. Ensemble, nous avons commencé le voyage de retour. Je lui ai montré les chemins sûrs à travers le réseau, les balises laissées par les générations précédentes de rêveurs. Les Onérois nous ont salués au passage, leur forme lumineuse ondulant avec bienveillance. Un extracteur transformé nous a servi de guide à travers une section particulièrement complexe, sa nature unique lui permettant de créer des raccourcis dans l'espace onirique. Quand nous avons finalement réémergé dans la réalité physique, Luna a cligné des yeux, ses iris redevenant bruns. Elle m'a regardé avec un mélange de reconnaissance et de compréhension, bien au-delà de ses 8 ans. Vous êtes comme moi, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui, et tu n'es pas seul. Il y en a d'autres comme nous, et il y en aura encore plus. Nous sommes les ponts. Sa mère s'est précipitée dans la pièce, larmes de soulagement coulant sur ses joues. L'odeur de son parfum, quelque chose de floral et de doux, a rempli l'espace. Luna l'a serré fort. « Est-ce que vous allez m'apprendre » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Toi et tous les autres qui en ont besoin. Au cours des mois suivants, j'ai établi ce qui est devenu connu sous le nom de l'école des rêveurs. C'était moins une institution formelle qu'un réseau de mentors et de guides. Des gens comme moi qui comprenaient la dualité de l'existence entre le physique et l'onirique. Le campus principal était situé dans les Alpes suisses, non loin de l'ancien site du Serbre. Les bâtiments étaient conçus selon les principes de l'architecture onirique. Des courbes douces au lieu d'angles durs, des surfaces qui changeaient de couleur selon l'humeur collective, des jardins où les plantes répondaient aux rêves des étudiants. Les matins commençaient avec une méditation collective dans le jardin sensoriel. L'air était rempli du parfum de centaines de fleurs différentes, créant une symphonie olfactive qui aidait à ancrer les étudiants dans le monde physique. Le son de l'eau coulant de multiples fontaines créait une ambiance sonore apaisante, tandis que la lumière du soleil levant, filtrée à travers des cristaux suspendus, peignait des arcs-en-ciel dansant sur les murs. Luna est devenue l'une de mes premières étudiantes, avec une douzaine d'autres enfants éveillés. Chacun avait ses propres défis. Il y avait Marcus, nommé d'après le vieil ami d'Espérance, un garçon de 12 ans qui pouvait voir les rêves des autres même éveillés, créant une surcharge sensorielle constante. Il y avait les jumeaux, Eden et Aria, qui partageaient une connexion si forte qu'ils ne savaient plus où l'un finissait et l'autre commençait. Les leçons n'étaient pas traditionnelles.
Nous passions autant de temps dans le réseau que dans le monde physique, apprenant à naviguer entre les deux sans perdre notre essence. J'enseignais les techniques que j'avais développées, créer des ancres mentales, établir des frontières psychiques, filtrer le flot constant d'informations oniriques, mais j'apprenais aussi de mes étudiants. Luna avait découvert qu'elle pouvait peindre dans l'espace onirique, créant des œuvres d'art qui existaient purement comme expérience sensorielle. Marcus avait développé la capacité de traduire les rêves aliens en métaphores humaines compréhensibles. Les jumeaux pouvaient créer des espaces oniriques stables que d'autres pouvaient visiter, comme des îles permanentes dans l'océan changeant du réseau. 6 mois après l'ouverture de l'école, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des rapports arrivaient du monde entier sur des perturbations dans le réseau onirique. Ce n'était pas hostile comme les extracteurs l'avaient été, ni envahissant comme les Keplériens. C'était plus subtil, plus insidieux. Les rêveurs rapportaient des zones d'ombre dans le réseau, des endroits où les rêves devenaient flous, incohérents, puis disparaissaient complètement. Ce n'était pas le vide des extracteurs, mais quelque chose de différent, une sorte d'oubli actif, comme si quelque chose effaçait les rêves au fur et à mesure qu'ils se formaient. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes étudiants les plus avancés. Nous nous sommes rassemblés dans la salle de rêve principale, un dôme dont le plafond transparent montrait les étoiles. L'air était chargé de tension, créant une atmosphère électrique qui faisait se dresser les cheveux sur la nuque. Ce que nous affrontons, ai-je commencé, n'est pas une entité externe. Les Onérois et les autres espèces le confirment. Cela vient de nous, de l'humanité. Luna a levé la main. Comment est-ce possible? Pourquoi voudrions-nous détruire nos propres rêves? Pas consciemment, ai-je expliqué, mais pensez à tous ceux sur Terre qui résistent au réseau, qui craignent la perte de l'individualité, qui voient les éveillés comme une menace à l'humanité traditionnelle. Marcus a compris le premier, leur peur collective. Elle se manifeste dans le réseau. Exactement. Des millions de personnes, craignant subconsciemment la transformation de l'humanité, avaient créé, sans le savoir, une force dans le réseau onirique. Cette force agissait comme un système immunitaire mal orienté, attaquant ce qu'elle percevait comme une infection, les nouvelles connexions, les rêves partagés, tout ce qui changeait le statu quo de la conscience humaine. Nous l'appelons l'oubli, a dit une voix depuis l'entrée. C'était Tante Espérance, venue de la station spécialement pour cette crise. Elle avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue. Des rides profondes marquant son visage, mais ses yeux brillaient toujours avec la même détermination que dans les histoires de mon enfance. Tante Espérance nous a expliqué que l'oubli n'était pas un phénomène nouveau. Il était apparu sporadiquement depuis les débuts du réseau onirique, mais jamais avec cette intensité. La prolifération des éveillés avait déclenché une réaction de peur massive dans l'inconscient collectif humain. Vos grands-parents, m'a-t-elle dit, ont combattu des menaces externes. Vous devez affronter nos démons internes. Nous avons élaboré un plan. Au lieu de combattre l'oubli directement, ce qui ne ferait que renforcer la peur qu'il alimentait, nous allions créer des gardiens de la mémoire, des espaces dans le réseau si riches en souvenirs et en rêves qu'ils seraient immunisés à l'effacement. Les préparatifs ont pris des semaines. Nous avons collecté des souvenirs de milliers de volontaires. Premier baiser, dernier au revoir, moment de joie pure, instant de compréhension profonde. Chaque souvenir était comme un ingrédient dans une recette complexe, ajoutant sa saveur unique au mélange. Luna et les jumeaux ont travaillé ensemble pour créer la structure architecturale des gardiens dans l'espace onirique. Ils ressemblaient à des bibliothèques impossibles, avec des étagères qui s'étendaient dans toutes les directions, défiant la géométrie euclidienne. Chaque livre était un souvenir vivant qu'on pouvait expérimenter en le touchant. Marcus a développé un système de catalogage onirique permettant aux rêveurs de naviguer dans ces vastes collections sans se perdre. C'était basé sur les émotions plutôt que sur la logique. On trouvait les souvenirs en ressentant ce qu'on cherchait plutôt qu'en le pensant. La nuit de l'activation, nous nous sommes tous connectés simultanément. Des centaines d'éveillés,
des milliers de rêveurs traditionnels, et même les onérois et autres espèces alliées. Ensemble, nous avons insufflé la vie dans les gardiens de la mémoire. L'oubli a réagi immédiatement à notre création. Il s'est manifesté dans l'espace onirique comme une brume grise et dense, avalant tout sur son passage. Mais quand il a atteint les gardiens de la mémoire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de les effacer, l'oubli a commencé à absorber les souvenirs. Et en les absorbant, il a commencé à changer. La peur sans forme a commencé à comprendre ce qu'elle craignait de perdre. Les souvenirs d'amour, de connexion, de moments partagés ont commencé à transformer l'oubli de l'intérieur. J'ai plongé plus profondément dans le réseau, jusqu'au cœur de l'oubli. Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des millions de consciences humaines, pas hostiles, mais terrifiées, accrochées désespérément à leur sens de l'identité individuelle. Je leur ai parlé, pas avec des mots, mais avec des émotions, projetant ma propre expérience. Comment j'étais resté moi-même tout en étant connecté. Comment l'individualité et l'unité n'étaient pas mutuellement exclusives. Luna m'a rejoint, apportant avec elle l'innocence et la joie de l'enfance. Les jumeaux ont montré comment deux consciences pouvaient rester distinctes, même en partageant tout. Marcus a démontré comment voir les rêves des autres enrichissait sa propre perspective, sans la diminuer. Un par un, mes étudiants sont venus, chacun apportant sa pièce du puzzle. Ensemble, nous avons créé une vision, non pas d'une humanité homogénéisée, mais d'une humanité diverse, connectée par le choix plutôt que par la force, enrichie par le partage plutôt que diminuée par lui. L'oubli a commencé à se dissiper, non pas détruit, mais transformé. Il est devenu quelque chose de nouveau. Le seuil, une barrière protective qui permettait aux gens de choisir leur niveau de connexion au réseau. Certains pouvaient rester en périphérie, touchant à peine le réseau. D'autres pouvaient plonger profondément. Le choix était personnel, respecté, protégé. Avec la crise de l'oubli résolue, l'école des rêveurs est devenue une institution permanente. Mais plus qu'une école, elle est devenue le centre d'une nouvelle culture qui émergeait, celle des intermondes, ceux qui vivaient consciemment entre le physique et l'onirique. Nous avons développé de nouvelles traditions, le partage du soir, où les familles se réunissaient pour partager les rêves de la nuit précédente autour du dîner, l'odeur de la nourriture se mêlant au récit d'aventures oniriques, le tissage communautaire, où des groupes créaient ensemble des espaces oniriques pour leur quartier ou leur ville, des parcs de rêve, où les enfants pouvaient jouer en sécurité. Les arts ont été transformés, des concerts oniriques, où la musique était ressentie autant qu'entendue, créant des synesthésies impossibles dans le monde physique, des peintures qui changeaient selon l'état onirique de l'observateur, des romans qui se lisaient différemment dans le réseau, révélant des couches cachées de sens. Ma mère est venue visiter l'école, c'est pas lent mais déterminé. Elle a passé une journée entière dans le jardin sensoriel, observant les étudiants pratiquer leurs exercices d'ancrage. Le soir, alors que nous partagions un thé dans mon bureau, elle m'a dit « Tu sais, Lysandre, ton grand-oncle Antoine serait fier. Il a sauvé l'humanité de l'absorption. Espérance a ouvert la porte à la connexion. Et toi, tu apprends aux gens à marcher entre les deux. Ce n'est pas juste moi, ai-je répondu. C'est eux, les enfants. Ils sont nés pour ça. » Elle a souri, ce sourire sage que je lui connaissais depuis l'enfance. Non, ils sont nés avec la capacité. Tu leur apprends la sagesse de l'utiliser. Cette nuit-là, j'ai rêvé avec mes étudiants. Nous avons créé ensemble un jardin onirique qui reflétait notre vision du futur. Un endroit où les fleurs terrestres poussaient à côté de coraux onérous, où les arbres chantaient des mélodies proxémiennes, où l'écho de Kepler 442 fournissait une basse profonde et mélancolique. Un matin de printemps, alors que les fleurs de cerisier du jardin physique s'harmonisaient avec les floraisons oniriques que Luna avait créées, un signal est arrivé. Pas par les canaux habituels du réseau, mais par les vieilles ondes radio que mon grand-oncle avait utilisées il y a presque 50 ans. Le signal venait d'une direction que nous n'avions jamais explorée.
au-delà même de la zone silencieuse que les extracteurs avaient créée. C'était faible, presque imperceptible, mais il portait quelque chose de familier, une mélodie, mais déformée, comme jouée sur un instrument brisé. J'ai convoqué une session d'urgence avec les meilleurs navigateurs du réseau. Ensemble, nous avons essayé d'atteindre la source du signal par l'espace onirique, mais nous avons rencontré une barrière, pas hostile, mais impénétrable, comme si cette région de l'espace était coupée du réseau. C'est Luna qui a eu l'idée. Et si nous envoyions un rêve physique? L'idée semblait paradoxale, mais elle avait développé une technique unique, encoder des patterns oniriques dans des ondes électromagnétiques, essentiellement envoyer des rêves par radio. Nous avons travaillé pendant des jours pour préparer le message. C'était un rêve simple, l'image de la Terre, le son du rire humain, le sentiment de connexion au réseau, et une question: qui êtes-vous? La réponse est arrivée plus vite que prévu, portée non par les ondes radio, mais par quelque chose de nouveau. L'espace autour de la station a commencé à scintiller, et une forme s'est matérialisée, un vaisseau, mais organique, ressemblant à une graine géante faite de lumière solidifiée. De ce vaisseau est sortie une créature que nous n'avions jamais vue. Elle ressemblait vaguement aux Onerois, mais où ils étaient fluides et aquatiques, celle-ci était cristalline et angulaire. Elle brillait de l'intérieur, projetant des arcs-en-ciel dans toutes les directions. Quand elle a parlé, ce n'était ni par son, ni par pensée, mais par émotion pure. La joie, le soulagement, la gratitude nous ont submergés comme une vague chaude. La créature s'est présentée comme Prisme, un représentant des isolés, une coalition de civilisations qui avait choisi de se couper du réseau onirique il y a des millénaires. Ils avaient observé avec horreur ce qui était arrivé au monde touché par les extracteurs originaux et avaient décidé que l'isolement était leur seule protection. Mais l'isolement avait un prix. Sans la connexion au réseau, leur civilisation avait stagné. Pas technologiquement, leurs vaisseaux et leurs cités dépassaient tout ce que nous connaissions, mais spirituellement, émotionnellement. Ils avaient oublié comment rêver, comment imaginer, comment créer vraiment. Nous avons capté vos transmissions, a expliqué Prisme, sa forme cristalline pulsant avec chaque vague émotionnelle. Nous avons vu comment vous avez transformé les extracteurs, comment vous avez créé le seuil, comment vous naviguez entre connexion et individualité. Nous voulons apprendre. C'était ironique. L'humanité, la plus jeune des civilisations spatiales, enseignant aux anciens. Mais nous avions quelque chose d'unique. Nous avions appris de nos erreurs et de celles des autres. Nous avions trouvé l'équilibre. J'ai organisé une session spéciale avec mes étudiants les plus doués. Ensemble, nous avons créé ce que nous avons appelé un sas onirique, un espace tampon où les isolés pouvaient expérimenter le réseau sans y être complètement immergés. La première session avec Prisme était magique. Quand il a touché le réseau pour la première fois en millénaire, son corps cristallin a explosé en couleurs que je n'avais jamais vues. Il a pleuré, ou du moins, des gouttes de lumière liquide ont coulé de ce qui semblait être ses yeux. C'est comme rentrer à la maison après un exil éternel, a-t-il transmis. Au cours des mois suivants, nous avons travaillé avec les isolés pour construire ce qui est devenu connu sous le nom de pont de cristal. Une connexion spéciale au réseau qui permettait un contrôle total sur le niveau d'immersion. Les isolés avaient développé une technologie fascinante pendant leur isolation. Des cristaux de conscience qui pouvaient stocker et transmettre des expériences sans les altérer. Combinés avec notre compréhension du réseau onirique, ces cristaux sont devenus des outils puissants pour ceux qui voulaient explorer le réseau sans risquer de s'y perdre. Luna a été particulièrement instrumentale dans ce projet. Pour sa capacité à peindre dans l'espace onirique s'est révélée parfaitement compatible avec la nature cristalline des isolés. Ensemble, ils ont créé des jardins de cristal oniriques, des espaces où les rêves prenaient des formes géométriques parfaites, tout en conservant leur fluidité émotionnelle. Un jour, alors que nous travaillions dans l'un de ces jardins, Prisme m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. J'ai pensé à l'histoire de ma famille.
mon grand-oncle Antoine, résistant aux Keplériens, tante Espérance, embrassant les Onérois. Moi-même né entre deux mondes, parce que nous avons toujours été divisés, ai-je répondu. Notre histoire est faite de conflits entre des visions opposées. Nous avons appris, douloureusement parfois, que la vérité se trouve rarement dans les extrêmes, mais dans l'harmonie des opposés. Prisme a réfléchi à cela, son corps cristallin, réfractant mes mots en mille nuances de sens. Peut-être que votre division est votre force. Vous n'avez jamais eu le luxe de l'unanimité. Alors vous avez dû apprendre à vivre avec la diversité. Cette conversation m'a marqué. Le soir, j'ai partagé cette réflexion avec mes étudiants. Marcus a observé. Alors notre rôle n'est pas d'unifier tout le monde, mais d'apprendre à danser ensemble malgré nos différences. Exactement, ai-je confirmé. Le réseau n'est pas un melting pot où tout devient identique. C'est une symphonie où chaque instrument garde sa voix unique. 5 ans ont passé depuis l'arrivée des isolés. L'école des rêveurs était maintenant un réseau mondial, avec des campus sur tous les continents, et même un dans la station Confluencia. Les éveillés n'étaient plus une anomalie, mais une part acceptée de l'humanité. Luna, maintenant adolescente, était devenue une enseignante elle-même, spécialisée dans l'art onirique. Marcus dirigeait le département de traduction interespèces, développant des protocoles pour faciliter la communication entre des formes de conscience radicalement différentes. Les jumeaux avaient créé le premier théâtre onirique, où des performances se déroulaient simultanément dans le monde physique. Un soir d'été, alors que je me tenais dans le jardin de l'école, regardant mes étudiants pratiquer leurs exercices d'ancrage, j'ai été rejoint par une visiteuse inattendue, ma grand-tante Marie, maintenant âgée de presque 100 ans, venue de la Terre, pour ce qu'elle savait être probablement sa dernière visite. Elle s'est appuyée sur ma bras, légère comme une plume, sentant la lavande et les vieux livres. « Tu sais, Lysandre, a-t-elle dit de sa voix chevrotante, mais claire, Antoine et moi pensions sauver l'humanité, mais tout ce que nous avons fait, c'est gagner du temps. Vous êtes en train de la transformer. Est-ce une bonne chose ?» ai-je demandé, cherchant la sagesse de quelqu'un qui avait vu tant de changements. Elle a souri, ses yeux ridés brillants. Le changement n'est ni bon ni mauvais, il est inévitable. Ce qui compte, c'est comment nous le guidons. Et tu le guides avec sagesse, compassion et surtout avec le choix. Personne n'est forcé de devenir quelque chose qu'il ne veut pas être. Cette nuit-là, elle s'est connectée au réseau une dernière fois. Dans l'espace onirique, elle était jeune à nouveau, dansant avec le souvenir de mon grand-oncle, Antoine, dans un jardin fait de leurs souvenirs partagés. Au matin, elle ne s'est pas réveillée, partie paisiblement dans son sommeil, son essence rejoignant définitivement le réseau. Son départ a marqué la fin d'une ère. Les derniers témoins directs de l'incident keplérien disparaissaient, mais leur héritage vivait dans ce que nous étions devenus. Je termine ce récit en regardant vers l'avenir. La station Confluencia orbite toujours autour de la Terre, mais elle n'est plus seule. Des dizaines de stations similaires flottent dans l'espace proche. Mars abrite sa propre école de rêveurs, adaptée au défi unique de vivre sur un monde alien. Les lunes de Jupiter servent de point de relais pour les communications oniriques avec les civilisations lointaines. Et quelque part dans la ceinture d'astéroïdes, un projet secret travaille sur quelque chose de révolutionnaire. Un vaisseau capable de voyager à travers l'espace onirique lui-même, transformant les années-lumière en simples pensées. Les enfants du réseau, ma génération, sont maintenant adultes, ayant des enfants à leur tour. Ces nouveau-nés sont différents même de nous, capables dès la naissance de percevoir les deux réalités simultanément. Ils ne connaîtront jamais un monde où l'on doit choisir entre le physique et l'onirique. Pour eux, les deux sont simplement différents aspects de l'existence. Luna m'envoie régulièrement des messages depuis son atelier sur la Lune, où elle crée des sculptures oniriques qui existent simultanément dans plusieurs dimensions. Marcus voyage entre les mondes, servant d'ambassadeur culturel
traduisant non seulement les langues, mais les paradigmes entiers de pensée. Les jumeaux ont fondé une famille, leurs enfants héritant de leur lien unique, mais l'exprimant de manière nouvelle et surprenante. Quant à moi, je continue d'enseigner, de guider, de servir de pont. Chaque matin, je me réveille entre deux mondes, respirant l'air recyclé de la station, tout en ressentant la brise onirique des océans des Onérois. Chaque soir, je m'endors en sachant que mes rêves ne sont pas seulement miens, mais partie d'une tapisserie plus vaste qui s'étend à travers les étoiles. L'humanité a survécu aux Keplériens en restant humaine. Elle a grandi avec les Onérois en apprenant à partager. Elle s'est unifiée face à l'oubli en acceptant la diversité. Elle a mûri avec les isolés en devenant enseignante. Et maintenant, nous nous tenons au seuil de quelque chose de nouveau. Non plus simplement humain, mais pas non plus autre chose. Nous sommes les enfants du réseau, les gardiens du seuil, les tisseurs de rêves, les ponts vivants. Nous sommes ce que l'humanité devient quand elle choisit de grandir sans perdre son âme. Alors que j'écris ces derniers mots, le signal des Onérois joue doucement en arrière-plan, mélangé maintenant avec les harmoniques cristallines des isolés, les échos mélancoliques de Cœur 442, et les mélodies toujours nouvelles créées par les enfants du réseau. C'est devenu la bande sonore de notre existence. Une symphonie complexe de consciences interconnectées, chacune ajoutant sa note unique à l'ensemble, parfois discordante, parfois harmonieuse, toujours évolutive. Dans quelques heures, je vais rejoindre mes étudiants pour notre session nocturne. Nous allons plonger ensemble dans le réseau, explorer de nouveaux territoires oniriques, peut-être rencontrer de nouvelles consciences, cherchant la connexion. Mais d'abord, je vais prendre un moment pour simplement être, pour sentir l'odeur du thé que mon père m'a appris à préparer, pour regarder les étoiles à travers le hublot de ma cabine, pour apprécier le miracle d'exister simultanément dans plusieurs réalités sans perdre mon centre. Car c'est ça, finalement, la leçon de notre histoire. Non pas que nous devons choisir entre l'individuel et le collectif, entre le physique et le spirituel, entre le connu et l'inconnu, mais que nous pouvons danser entre tous ces pôles, trouvant notre équilibre unique dans le mouvement même. Le réseau onirique continue de croître, touchant de nouvelles civilisations, créant de nouvelles connexions. Chaque nuit apporte de nouveaux rêves, de nouvelles possibilités, de nouvelles questions. Et nous, les enfants du réseau, continuons notre veille éternelle, gardiens non pas d'une forteresse, mais d'un jardin où chaque conscience peut fleurir à sa manière, connectée mais libre, unie mais unique. L'histoire de l'humanité parmi les étoiles ne fait que commencer. Mais déjà, nous avons appris la plus importante des leçons, que la vraie transcendance n'est pas de devenir plus qu'humain, mais de devenir pleinement humain, dans toute notre complexité, notre diversité, notre capacité infinie à rêver, à aimer. Grandir, les étoiles nous appellent toujours. Mais maintenant, nous répondons non pas avec la peur ou l'arrogance, mais avec la sagesse durement acquise de ceux qui ont appris à marcher entre les mondes. Et dans cette danse éternelle entre le rêve et l'éveil, entre le soi et l'autre, entre le connu et l'inconnu, nous trouvons non pas des réponses finales, mais quelque chose de plus précieux, la joie infinie de la découverte perpétuelle. Le réseau pulse doucement autour de moi, alors que je ferme les yeux. Dans quelques instants, je vais plonger, rejoindre le cœur cosmique des rêveurs. Mais pour l'instant, je savoure ce moment de calme, ce point d'équilibre parfait entre tous les mondes. C'est notre héritage, c'est notre responsabilité, c'est notre joie. Nous sommes les enfants du réseau. Ouais, et notre rêve ne fait que commencer.